Hello la famille. Aujourd'hui nous allons aborder les absences diverses. Donc nous allons voir un peu quelle est l'influence des absences sur le traitement de la paie en République gabonaise. Déjà ici comme référence, nous allons utiliser l'article 22 du tronc commun des conventions collectives de la loi numéro 13/81 du 18 décembre 1981. Voici à quoi elle ressemble, cette convention collective là. Donc vous la voyez ici en image. Donc voici le document de référence. Ensuite, on a dit l'article 22. Donc, on va aller directement à l'article 22. Donc, on cherche. On 24. Voilà. Voici l'article 22 qui est là. Vous voyez, je vais agrandir un peu. Voilà, qui parle des absences diverses. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer. Ici, on dit les absences non rémunérées aux travailleurs revêtent 4 formes. On a les absences ayant fait l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le travailleur, les absences fortuites dues à un événement exceptionnel, les absences non autorisées mais dont l'employeur est informé, les absences n'ayant fait l'objet ni d'une autorisation ni d'une information. Donc ici, on comprend que les absences peuvent être classées en 4 formes. Ici, on a la première forme, ici, absence autorisée. Ici, c'est quoi les absences autorisées? On dit, à la demande du travailleur, l'employeur peut lui accorder une permission exceptionnelle. Les deux parties doivent convenir ensemble de la date et de la durée de celle-ci. Ici, lorsqu'on parle des absences autorisées, ce sont des absences qui sont payées, mais qui ont été autorisées par l'employeur. Et ici, on vous dit bien que ces absences doivent être en accord avec l'employeur. Ça veut dire que vous devez décider de la date de la permission, mais aussi la date du retour. Donc, si vous dites à votre employeur que, excusez-moi monsieur, j'aimerais m'absenter pour 3 jours concernant par exemple telle situation et autres, il vous accorde. Ok. Maintenant, il vous dit que si vous dépassez le délai là, le surplus sera pris en compte pour le calcul des jours non travaillés. Si par exemple, il vous accorde 2 jours d'absence autorisée et après vous êtes parti à 5 jours. Dans les 5 jours, 2 jours seront payés, mais les 3 jours ne seront pas payés parce que vous avez dépassé. On va dire que vous n'avez pas respecté les accords que vous avez fait entre votre employeur et vous-même. Au point 2, on a les absences dues à un événement exceptionnel. Ici, on dit, dans 2 cas, le travailleur peut être absent sans en avoir informé préalablement l'employeur. Il s'agit de la destruction de son habitation et de la maladie de son conjoint ou de son enfant. Pour ne pas donner lieu à sanction et n'être pas comptabilisé par les absences faisant l'objet des points 3 et points 4 ci-dessous, ces absences doivent être à la fois 1. Être déclarées à l'employeur dans les 24 heures. Donc, si vous êtes absenté dû à un événement exceptionnel comme mentionné ici, vous avez jusqu'à un délai de 24 heures pour informer votre employeur. 2. Être d'une durée en rapport avec l'événement les ayant provoqué. 3. Être justifié. Donc, si votre employeur vous demande la preuve ou encore les preuves pour lesquelles vous êtes absenté dû à cet événement exceptionnel, vous êtes en mesure de prouver. Maintenant, si vous ne pouvez pas, malheureusement, ça sera considéré comme étant des absences non justifiées et vous ne serez pas payé. Et on dit bien, notez bien, par justification, on entend la production ainsi d'un moyen de preuve pour les cas de destruction de l'habitation, d'un certificat médical pour les cas de maladie, ce certificat médical devant éventuellement indiquer la durée pendant laquelle la présence du travailleur auprès du malade est indispensable. Ici, on parle bien du certificat médical. On ne parle pas d'ordonnance, on ne parle pas de, je ne sais pas, mais on parle bien du certificat médical. Donc, si le certificat médical n'est pas présenté, malheureusement, l'ordonnance ne peut pas faire foi ou encore justifier votre absence. Et, concernant l'ordonnance, j'ai fait ma petite recherche. Donc, je me suis posé la question de savoir quelle différence fait-on entre un certificat médical et une ordonnance. Voici un peu ce que j'ai trouvé comme élément. Un certificat médical. Un certificat médical est un acte médico-légal rédigé après examen clinique du patient et qui apporte un constat purement médical. Il est défini comme un acte qui constate ou interprète l'effet d'ordre médical, diagnostic, examen clinique, résultat d'examen, à propos d'un individu dans un but justifié établi à la demande du patient ou d'une autorité publique habilitée. Tous les certificats médicaux ne se valent pas. Seuls ceux exigés par un texte législatif ou réglementaire sont obligatoires et emportent obligation pour les tiers de tirer des conséquences des constatations réalisées.
Ordonnance. Une ordonnance est un document médical établi par un professionnel de santé, prescripteur qualifié et permettant aux patients d'obtenir des médicaments, des dispositifs médicaux, béquilles, pansements, etc., des examens médicaux et actes paracliniques, radiologie, biologie, des actes paramédicaux, kinésithérapie, etc. Elle est donc destinée au patient lui-même et aux professionnels de santé partenaires. Elle a force obligatoire auprès des professionnels de santé auxquels elle est présentée, sauf motif tiré de l'intérêt du patient et de caractère illicite à la demande. En ce qui concerne l'absence au travail, l'employeur est en droit d'exiger du salarié un justificatif, preuve d'un rendez-vous médical par exemple. S'il s'absente au travail, même pour une seule journée, toute absence doit être justifiée, quelle que soit la durée et la raison. Si votre absence n'est pas justifiée, vous vous mettez en faute vis-à-vis de votre employeur. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire, avertissement, blâme, voire un licenciement en cas d'absence injustifiée répétée. En l'absence de justification ou de congé posé, l'employeur peut également retenir le salaire correspondant à la journée non travaillée, congé sans solde. Cependant, une ordonnance ne vaut rien, au contraire. Il s'agit plutôt d'un document qui interdit de communiquer à son employeur en raison du secret médical. L'employeur n'a pas à connaître vos traitements. Donc vous comprenez ici que l'ordonnance ne vaut rien. Donc sur le plan légal, si vous êtes à la santé, vous allez apporter juste une ordonnance ou un ticket de pharmacie. Malheureusement, ça ne peut pas prouver votre absence. Donc, il vous faut forcément un certificat médical. Et c'est pourquoi ici on parle du certificat médical, parce que c'est le certificat médical qui prouve, qui atteste que vous êtes malade. Parce que l'ordonnance c'est juste une consultation. Mais malheureusement, l'ordonnance n'est pas prise en compte pour la justification des actions. Maintenant, après, si vous trouvez aussi un DRH qui est social, qui est humain, bon, quand je parle de qui est humain, c'est une manière de dire que qui comprend votre situation, parce que déjà, lorsqu'une entreprise a été créée, dans l'optique de faire des bénéfices, pas pour faire du bénévolat. Maintenant, après, on a aussi l'aspect social. Mais l'aspect social ici, il ne faudrait pas que ça soit de manière à chaque fois répétée. Il y a aussi des sanctions. Donc, l'entreprise existe par rapport à certains textes. Le salaire aussi doit se conformer à ce texte-là. Donc, même si votre employeur ne vous a pas donné le droit, voilà, ou encore, ou vous a coupé votre salaire parce que vous avez présenté une ordonnance et vous vous plaignez, non. Il est en son plein droit. C'est lui qui décide. Maintenant, après, il y a des managers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des DRH qui comprennent. Et le DRH ne peut pas faire une tâche ou encore prendre une décision sans l'accord de son chef. Donc, ça veut dire que si son chef dit non, couper ce salarié, il est obligé de couper. Donc, il ne faut pas vous plaindre. Nous sommes dans un état de droit. Par conséquent, on est obligé de respecter ce qui est texte en vigueur. Donc, on revient sur ici. Donc, vous comprenez ici que pour les événements, les absences dues à un événement exceptionnel, il faut la preuve. Sans preuve valable, ces absences seront considérées comme étant des absences injustifiées. Ensuite, le petit 3, ici on dit absence notifiée. Or, les cas visés au point 1 et au point 2, donc les absences dues à un événement exceptionnel et les absences autorisées, un salarié ne peut se rendre à son travail. Or, les cas visés au point 1 et 2 ci-dessous, un salarié ne peut se rendre à son travail, doit, sauf en cas d'impossibilité absolue, en avertir l'employeur dans les 48 heures par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen en précisant le motif de l'absence et de sa durée probable. Dans les absences notifiées ici, c'est comme on dit, lorsque vous absentez, vous avez 48 heures pour informer votre employeur. Si les 48 heures passent sans que votre employeur ne soit informé, ces absences seront considérées comme étant des absences injustifiées. Et on dit, vous devez prouver, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs moyens de communication qui peuvent être utilisés pour prouver à l'employeur qu'on ne peut pas à cause de telle situation. Si par exemple vous êtes hospitalisé, vous avez par exemple le plaque. Si il n'y a aucun parent pour prendre le certificat médical pour amener par exemple à votre entreprise, vous pouvez scanner ou filmer, ou encore c'est le médecin qui est chargé de le faire. Donc le médecin, il essaye de scanner, il envoie à votre employeur. Même vous-même pouvez faire une mini vidéo, vous envoyez à votre employeur pour montrer que là où actuellement vous êtes hospitalisé. Donc maintenant, si ce n'est pas fait dans les 48 heures, sincèrement, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où, par exemple, ça se passe le week-end ou un dimanche, ou les jours fériés, et l'entreprise ne travaille pas. Comment faire? Comme vous le savez, lorsqu'on va en congé, par exemple, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas pris en compte. Par contre, c'est si vous absentez, vous demandez par exemple une permission, par exemple, de 5 jours, les dimanches et les jours fériés seront pris en compte dans la permission. Mais ceux qui ont des congés, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas pris en compte. Donc, par conséquent, lorsque vous êtes malade,
et qu'on ne peut pas apporter le certificat médical de 48 heures parce que on est tombé un jour férié ou on est tombé dans 2 jours fériés ou on a les jours de repos, ces jours-là ne seront pas comptabilisés. Donc les 48 heures seront comptabilisées à partir d'un jour ouvrable. Donc ça veut dire que si votre entreprise ne travaille pas samedi et dimanche et que c'est le samedi que vous êtes hospitalisé, c'est lundi. Donc le délai de 48 heures commence à partir du lundi parce que les jours fériés ou encore les jours de repos ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces 48 heures. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Ensuite, ici, on dit ces absences ne doivent toutefois pas dépasser soit 8 heures consécutives, soit 15 jours répartis dans une période d'un an précédant la dernière absence autre que celle prévue au point 1 et 2. Donc ici, c'est pour vous dire que les absences notifiées ne doivent pas dépasser 15 jours dans l'année. Si ça dépasse 15 jours dans l'année, on peut vous licencier. Parce que le délai, c'est 15 jours dans l'année. Ensuite, le point 4, on dit absence ni autorisée ni notifiée. C'est-à-dire on ne vous a même pas autorisé, vous n'avez même pas fait signe. Lorsque le travail ne demande pas une autorisation d'absence à l'employeur ou lorsque pendant son absence, il ne l'informe pas de motif de la durée de celle-ci, et lorsque l'absence ainsi ni autorisée ni notifiée dépasse 3 jours consécutifs ou 8 jours répartis dans une période d'un an précédant la dernière absence, autre que celle prévue au point 1 et 2 ci-dessous, le contrat de travail peut être légitimement rempli par l'employeur. Donc ici, on vous dit que vos absences où vous n'avertissez pas là, où vous dites, bon, je pars, c'est pas grave, on va me couper, c'est pas grave, je vais pas faire mes choses. Ici, on vous dit bien que vos absences ne doivent pas dépasser 8 jours dans l'année, ou encore 3 jours consécutifs. C'est-à-dire que si vous avez pris l'absence lundi, vous ne pouvez pas en vous absentant comme mardi, mercredi, de manière, si vous n'avez ni notifié, ou encore si ce n'est pas autorisé. On dit bien c'est 8 jours dans l'année. Donc ça veut dire que si vous amusez à vous absenter comme ça, sincèrement, si ça n'est pas 8 jours, si vous avez un bon RH, parce que le RH aussi, je verrai comment faire une vidéo sur le suivi des absences dans l'année. C'est-à-dire refaire une vidéo Excel où j'essaie de paramétrer un fichier pour le suivi des absences pour que chaque RH ou encore des RH soit informé du nombre d'absences déjà encourues par un salarié. Comme ça, lorsque ça atteint une limite, on signale même une formule Excel pour dire que quand ça atteint ce seuil-là, signale déjà parce que le salarié doit déjà subir un avertissement. Sinon, s'il continue, il sera licencié. Donc, pour motif personnel. Donc, je vais essayer de faire une vidéo dans ce sens dans les prochains jours sur la gestion des absences sur Excel. Donc, ici, maintenant, on a un point qui m'intéresse beaucoup. C'est les permissions exceptionnelles pour événements familiaux. Et ça, pour connaître ces différentes permissions-là, je vous conseille de lire vos conventions collectives. Parce que c'est à l'intérieur de vos conventions collectives où on retrouve les durées des permissions exceptionnelles pour les événements familiaux. Et ces permissions exceptionnelles sont payées. Et ça dépend de la situation. Donc, si vous voyez que si votre absence n'est pas mentionnée dans la convention collective parmi les permissions exceptionnelles, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous absenter. Ou si vous absentez, ça ne sera pas payé. Donc, voici les permissions exceptionnelles que l'entreprise doit vous accorder parce que c'est conventionnel. Donc, ça dit c'est obligatoire. Vous voyez par exemple ici, je me suis servi de l'accord collectif de la commune. Donc, comme j'ai dit, pour ce point-là, vous êtes obligé de chercher les conventions collectives de vos entreprises. Ici, je me suis servi de l'accord collectif de la commune. Vous voyez ici, on dit mariage d'un travailleur, c'est 5 jours. Mariage d'un enfant de travailleur, c'est 2 jours. Donc, ça veut dire que si votre enfant se marie, c'est 2 jours. Mariage du frère, c'est 1 jour. Si vous dépassez, le surplus devient absence non justifiée. Décès, épouse, concubine. En 3, vous avez ça ici en image. Vous voyez ici que ce sont les absences exceptionnelles, les permissions exceptionnelles. Donc, on vous accorde ça, mais vous serez payé. Maintenant, si vous allez au-delà, malheureusement, le surplus là sera considéré comme étant absence non justifiée. Donc, je vous ai quand même préparé des applications. Ici, on a une première application qui traite d'une absence. Et on demande quand est-ce qu'on doit informer son employeur lorsqu'on s'absente, par exemple pour une maladie ou pour un malaise. Ici, on est lundi 11 mars. Le tonton Févé Mouyaka décide de ne pas aller au travail. Mais il ne prévient pas son employeur. Vous voyez ici, ce sont des absences non notifiées. Son état ne s'améliore pas. Il décide de se rendre chez le médecin le mercredi 13 mars. Donc, le lundi 11 mars, il est fiévreux et c'est le mercredi 13 mars qu'il va à l'hôpital chez le médecin. Diagnostic, il a le palu. Le médecin lui fait alors un arrêt maladie d'une semaine.
du mercredi 13 au mercredi 20 mars. Mouyoka n'envoie pour le certificat médical à son employeur, n'envoie le certificat médical à son employeur que le 18 mars. Donc on reprend. Il se sent fiévreux le lundi 11 mars, mais il va à l'hôpital le 13 mars et on lui donne un arrêt maladie d'une semaine qui quitte du 13 au 20 mars. Et lui, il n'envoie que son certificat médical le 18 mars. La question, quelles peuvent être les conséquences de son absence? Donc il dit, on va ici, on utiliser l'article 21.1 du tronc commun des conventions collectives. Le travailleur malade ou accidenté doit avertir son employeur dans un délai maximum de 3 jours, sauf en cas de force majeure, il fournit un certificat médical dans un délai de 8 jours. Voilà. Ici, on dit le certificat médical devant être communiqué à l'employeur dans un délai de 8 jours. Mouyoka doit respecter ce délai puisqu'il a transmis son arrêt maladie à son employeur 5 jours après. Donc, il est dans les délais parce que ici, on dit que c'est 3 jours dans un délai maximum de 8 jours. Ici, on dit l'article 21.1 des conventions collectives. Voilà. C'est ce que mentionne ici l'article 1. Voilà, maladie. Voilà, conformément à l'article 31, ces maladies, accidents, voilà, sur une période pendant maximum de 6 mois. Voilà, ils doivent être constatés par un médecin agréé. Le travailleur malade ou accident doit avertir son employeur dans un délai maximum de 3 jours. Donc, voilà ici, c'est ce que mentionne l'article 21.1. Donc, dans un délai maximum de 3 jours. Donc, toutefois, le certificat médical dressé par le médecin ne couvre que la période du 13 au 20 mars. Or, Mouyoka s'est absenté depuis le 11. Aucun justificatif ni notification de son employeur. Par conséquent, son absence du 11 au 13 fera l'objet d'une retenue salariale. Donc, ça veut dire que la période du 11 au 13 ne sera pas payée parce que son employeur n'a pas été informé. Mais du 13 jusqu'au 20, il sera payé parce que c'est la période à laquelle son arrêt maladie couvre. Voilà, vous voyez ici que c'est pourquoi lorsque vous absentez le premier, il faut toujours notifier ou informer. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas payé. Donc ça, c'est pour le cas d'une situation où le salarié s'absente pour lui-même. Maintenant, on va voir le cas où c'est pour une personne. Avant de voir le cas où c'est pour une personne, il y a une seconde question ici concernant toujours la même situation où le salarié s'absente pour son propre ou encore sa propre maladie. Ici, on dit fin avril, Mouyoka n'est toujours pas revenu à son poste. Que reste-t-il? Que doit faire son employeur? C'est-à-dire qu'il n'est toujours pas revenu malgré une semaine d'arrêt maladie. Mouyoka n'aura pas de salaire pour les jours d'absence non justifiés notifiés. Lorsqu'un travailleur s'absente pendant une longue durée, sans se justifier, l'employeur peut encore dire que le travailleur, en agissant de la sorte, exprime le souhait de mettre fin à son contrat de travail. L'employeur peut licencier l'employé absent sans autorisation notification durant 3 jours consécutifs ou 8 jours sur une période d'1 an. La volonté du travailleur de mettre fin à son contrat doit être manifeste. Et en cas de litige, c'est l'employeur de prouver cette volonté. Ainsi, il appartient à l'employeur par tout moyen de se renseigner sur la situation de l'employé et les motifs de l'absence de ce dernier. Donc ici, on dit que même si le salarié s'est absenté sur une longue durée, l'employeur doit aussi chercher à comprendre pourquoi le salarié s'absente. Et donc, il doit mener ses recherches. Parce que si l'employeur ne le fait pas, ce n'est pas bien. Et si on dit bien ici que l'employeur doit se renseigner par tous les moyens de l'absence de son travailleur. Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qu'il a? S'il est hospitalisé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un tour à l'hôpital? Donc l'employeur aussi a ce rôle-là. Donc ici, comme il n'y a pas de système d'adrénaline fiable au Gabon, ceci explique pourquoi les employeurs font des annonces dans le journal L'Union afin de prévenir les employés des sanctions qui risquent au fait de leurs absences prolongées non justifiées. Donc ici, vous comprenez bien que l'employeur est solidaire aussi. Donc il doit aussi avoir cette mission-là. Et cet exercice, je l'ai pris sur le site de Légi Gabon. Légi Gabon, c'est un site 100% gabonais qui traite de tout ce qui est droit du travail. En fait, tout ce qui est côté juridique. Donc, vous pouvez visiter le site ou encore la page Facebook ou aller sur Google, taper legigabon.com ou .ga. Vous allez avoir cet exercice. Donc, c'est à l'intérieur que j'ai pris cet exercice pour illustrer cette vidéo sur les absences. Ici aussi, on dit les absences dues à la santé d'un proche. Donc, vous voyez là maintenant, ça c'est un autre exercice qui traite maintenant des absences dues à la santé d'un proche. Ici, on dit donc à un enfant atteint de la drépanocytose. Comme sa femme est pour le moment en période d'essai, c'est lui qui manque souvent le travail pour amener leur fils à l'hôpital. Que de la loi au sujet des absences dues à la santé d'un proche. Article 54 du Code du travail 2021.
La suspension du contrat de travail est une interruption momentanée de tout ou partie des obligations contractuelles sans qu'il y ait rupture. Le contrat de travail est suspendu, 2 points. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le point 4, parce que dans l'article 54, il y a au moins, je crois, 15 ou 16 points. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le point 4. En cas d'accident ou de maladie du conjoint ou de l'enfant du travailleur, dûment constaté par un médecin, la durée de la suspension est de 15 jours ouvrables. Donc, c'est le maximum. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir les durées de suspension plus longues par rapport à ce minimum légal. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Bon, on va dire qu'il y a un seul problème. Déjà, ici, la bonne nouvelle, c'est que si notre ou votre enfant ou votre conjoint est malade, on peut s'absenter quelques jours sans crainte de perdre son poste. Donc, vous pouvez vous absenter sans que vous ne perdez votre poste, parce que lorsque le contrat est suspendu, on ne peut pas procéder au licenciement. La mauvaise nouvelle, c'est que les jours d'absence seront sans solde, donc ne seront pas payés. Donc, lorsque vous absentez pour un proche, ça ne sera pas payé en fait. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Parce que lorsqu'on regarde, on va aller à l'article, vous allez voir. Je vais ouvrir le code du travail. On va aller à l'article. On va aller à l'article 54. Et on va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. Puisque je vous ai dit que ici, quand vous absentez pour un proche, vous ne serez pas payé. On va comprendre pourquoi. Donc ici on dit au point 4. En cas d'absence de la santé du conjoint ou de l'enfant du travail dûment constaté par un médecin est de 15 jours et autres. Ok. Maintenant on va descendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà, ici l'article 55. On dit dans le cas visé au point 3 de l'article 54 ci-dessous, l'employeur a tenu de verser au travailleur une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de son absence. Vous voyez ici, on dit bien que sur le point 3, sur les absences du point 3, l'employeur doit toujours donner au salarié un montant malgré le fait que le salarié est absent. Vous voyez ici, on parle bien du point 3. Alors que pour l'absence d'un proche, ici, on parlait du point 4. Maintenant, on va aller regarder à quoi correspond le point 3. Le point 3, ici, on dit pendant la durée de l'absence de courte durée du travailleur limité à 6 mois en cas d'accident ou de maladie non professionnelle. Donc ici, là, on dit que ça, c'est quand le salarié lui-même a eu un accident ou une maladie non professionnelle sur une durée de 6 mois. C'est là où l'employeur peut verser, l'employeur doit verser à son salarié une indemnité pendant la période de l'absence. Alors que le point 4 ici, ce n'est pas le cas. Et le point 4 ici, on traite de l'enfant, mais aussi du conjoint. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que lorsqu'il s'agit d'une absence due au conjoint ou à l'enfant, ces jours ne sont pas payés parce que le code du travail mentionne juste les suspensions, encore les absences qui peuvent être payées. Malheureusement, le point 4 ne fait pas parmi de ces absences-là qui doivent être payées. Donc, c'est juste pour justifier ce que je disais ici au niveau de la mauvaise nouvelle. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, tout à l'heure, je disais que quand on a pris cet exercice ici, on disait que Mouyeka ne sera pas payé de la période du 11 au 13. Parce que à cette période-là, il n'est pas là à l'hôpital. Il y a des salariés qui s'amusent toujours à aller consulter des médecins pour dire que, s'il vous plaît, veuillez antidater ou mettez une date ultérieure sur mon certificat médical pour que cette période-là, je sois couvert. Même aussi au niveau du contrat de travail, c'est comme ça que ça se passe. Le salarié a commencé le 5. Mais étant donné que le contrat n'avait pas été rédigé en cette période, on est déjà le 10. Vous venez voir le salarié pour dire, bon, on va mettre une date ultérieure, vraiment désolé. Est-ce que vous savez que c'est interdit? C'est strictement interdit par la loi. Nous allons voir. C'est ici. Voilà. Date de document. Avant d'abord de venir ici, vous allez comprendre. Ici, dans la date de document, on a ce qu'on appelle antidater un document. C'est inscrit sur un document une date antérieure à sa date réelle d'établissement. Se faire établir une ordonnance antidatée pour justifier une absence au travail. Donc, comme je disais, par exemple, pour Mouyeka, il aura pu aller voir son médecin pour dire que mettez le 11 au lieu de mettre le 13. Là, c'est antidater un document. Postdater un document, c'est inscrit une date postérieure à la date réelle. Par exemple, ceux qui jouent au football, il a par exemple 20 ans, mais il va par exemple mettre là-bas 15 ans. C'est ce qu'on appelle postdater un document.
Maintenant, on dit antidater ou postdater un document revient à faire un faux en écriture. Article 240 du Code pénal. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de la nature à causer un préjudice et accompli par quelques moyens, que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Et voici l'article ici en image. Et on vous dit bien ici, les amendes peuvent être portées à 5 000 €. Donc s'il vous plaît, évitez de postdater ou d'antidater un document parce que ça peut vous causer vraiment des grands problèmes. Et le plus souvent, ça se passe avec les contrats de travail et ça se passe toujours avec ce type de situation-là. Parce que lorsque vous le faites, ça met aussi en cause le médecin ou encore la personne qui l'a fait. Parce que le jour qu'il y a un problème, comment vous allez justifier que en même temps, vous étiez malade, mais en même temps, vous étiez par exemple au Congo ou par exemple, je ne sais pas, dans un autre pays ou bien dans une autre province du Gabon. Donc, s'il vous plaît, antidater ou postdater un document, ce n'est pas bien. Certes, vous avez l'habitude de le faire, ok. Mais retenez que dès aujourd'hui, le 8 janvier 2024, ce n'est pas du tout bien de le faire. Donc, c'était juste un conseil. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur les absences diverses. Donc, comme je disais, je vais essayer de monter une vidéo sur Excel, comment construire un fichier Excel sur la gestion des absences pour permettre au DRH de toujours être informé sur les absences des salariés. Sur ce, on se dit à très bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin.